Frères et sœurs Blaugrana, je m'adresse à tous les coulesses du monde entier. J'espère que vous allez bien et que vous avez dormi comme des vrais cochons sales. Vraiment une très bonne nuit qu'on a passée, je pense, pour vous tous et pour moi aussi. On s'est régalé hier soir. Forcément, je voulais revenir là-dessus. Parce que oui, même si dans 48 heures là, 2 jours exactement, il y a un classico. Et moi, je suis du genre à dire qu'il faut savoir passer très vite à autre chose. Sauf que franchement, ce qui s'est passé hier soir, on va se laisser un petit peu de temps pour savourer, profiter, revenir sur les déclarations, les statistiques. Et évidemment, surtout, quelques séquences, quelques petites images que j'ai réussi à trouver. Donc on fait cette petite vidéo là qui va servir, je pense, d'enseignement entre guillemets de cette rencontre là, parce que comme je disais, il y aura forcément un avant et un après ce match du Bayern Munich. Et on se pose des questions légitimes, à savoir évidemment, est-ce que le Barça peut remporter la Ligue des Champions? J'ai envie de dire que oui, les amis. Est-ce que le Barça fait partie des favoris pour remporter la Ligue des Champions? J'ai envie de dire non cette fois-ci. Et est-ce que le Barça va remporter la LDC? Ça, j'ai envie de dire, Dieu seul sait. Mais si je me permets de dire que oui, le Barça peut gagner la LDC, c'est parce que tu as battu justement le Bayern. Ça y est, c'est prouvé que tu peux être à la hauteur sur un match. Tu peux battre n'importe qui. Tu as battu le Bayern, à domicile certes, mais ça reste la référence européenne avec le Real et City en termes d'expérience, de pouvoir maîtriser les temps forts et les temps faibles et ce football d'intensité. Et dans tous ces compartiments du jeu-là, le Barça était supérieur au Bayern Munich hier soir. Alors c'est un match de poule, c'est vrai que ça va quand même être différent en février-mars avec l'enjeu, la fatigue, les blessés des équipes et aussi, comment dire, l'espèce de la dimension mentale en fait, la pression supplémentaire que tu as quand tu joues des gros matchs en huitième, en quart, en demi-finale. Ça c'est quelque chose qui est forcément différent des matchs que là on a pour l'instant, les matchs de poule, et aussi sans parler évidemment de l'état de forme physique des joueurs qui est différent forcément au mois de février, mars. On a vu tellement d'équipes, et vous les connaissez très bien, ces équipes-là qui sont complètement à la ramasse, entre guillemets, au mois de septembre, octobre, et qui, comme par hasard, montent en puissance et arrivent à leur pic de forme au mois d'avril, mars, quand ça compte le plus. On les connaît très bien, donc pour l'instant, on va rester mesuré. Par contre, le Barça a montré, comme je disais, qu'il pouvait battre n'importe qui. Mais dans tous les cas, ce match-là, ce sera un match référence pour l'avenir. On fera évidemment l'avant-match demain pour le Classico, et j'en parlerai de l'impact de ce qui s'est passé là, hier, ce mercredi face au Bayern, qui pourrait du coup avoir une incidence totale. Et j'espère que le Barça du coup arrivera en confiance et parfaitement prêt pour ce Classico. La pression a changé de camp. Et du coup, je pense qu'on est tous très confiants. Donc voilà, comme je disais, on s'est régalé hier et je voudrais revenir sur la performance de 2-3 joueurs. À froid, c'est vrai que le Barça s'est fait dominer pendant une partie du début de match, c'est vrai aussi. On a eu des critiques, entre guillemets des critiques de Joshua Kimmich après la rencontre qui disait que l'ampleur du score 4-1, c'est vrai que c'est une lourde défaite pour le Bayern, n'était pas forcément juste pour les Bavarois vu évidemment le déroulement du match et le scénario. Mais bon, il a quand même avoué que le Bayern a mérité de perdre ce match-là. C'est vrai, merci pour l'analyse tactique, monsieur Kimmich. Dans ces 20 minutes où le Bayern a dominé, c'est vrai que le Bayern a montré un sentiment de puissance supérieur à ce que le Barça a montré lors des séquences où le Barça maîtrise un peu plus le match que le Barça. C'est vrai qu'on a vu un Bayern qui franchement faisait très peur. C'est vrai que la facilité avec laquelle le Bayern se procurait des occasions et dominait le Barça, ça faisait un peu peur. Mais c'est ça en fait le match. Et j'ai envie de dire que imaginez le Barça il y a 1 an, 2 ans de ça, à ce moment du match là, quand le Barça souffrait justement après le but du 1-0 et que le Bayern est revenu à un partout. Je pense vraiment qu'il y a 2-3 ans, après l'égalisation, on aurait eu un Barça qui aurait sombré, justement, qui s'aurait pris un coup sur la tête et qui mentalement aurait flanché. Et ça fait une grosse différence forcément par l'ampleur du score, parce que justement tu as réussi à faire en sorte que le temps faible que tu as vécu ne soit pas trop pénalisant. À l'époque, on se mangeait 3-4 buts, rappelez-vous Liverpool par exemple. Et c'est justement à ce moment-là que tu dois montrer un petit peu les muscles, être fort mentalement pour continuer à tenir et à savoir piquer justement quand tu es le plus dominé possible. Et c'est ce qui est arrivé. Et après le 2-1, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Donc Joshua Kimmich, c'est bien beau, mais en fait non. Quoi qu'il arrive, le Barça a mérité. Et même le 4-1, j'ai envie de dire, comme je disais hier, que ça aurait pu se terminer en manita. Un chiffre intéressant, le Barça n'a eu que 43% de possession. On a vu que les buts, c'était pas mal de contre, transition rapide. On a vu que le Barça a marqué sur plusieurs contre. Et c'est intéressant de voir que maintenant, les supporters aiment ça. On aime voir le Barça qui sait aussi jouer en transition rapide, qui fait mal à l'adversaire sur ses forces. On a tellement été habitué à voir ce football de possession, de tiki-taka, de possession en U, où tu rentres avec le ballon dans les
les cages et tout. Et on voit que justement ce football en transition rapide et en contre, avec des footballeurs techniques comme Pedri et Lamine Yamal, et ben ça reste aussi beau. Là j'ai une action en tête, un contre initié par Koubarsi, là la relance elle est incroyable, Lamine Yamal et Rafinha. Et malheureusement ça se termine par un face-à-face manqué de Lewandowski, mais ce genre de jeu-là, ce genre d'action-là, avec un contre éclair, et bah, tactiquement, c'est magnifique évidemment, mais techniquement aussi surtout. Hein. Je pense que vous voyez une différence énorme avec les contres qui font du mal au Barça avec une seule passe, qui casse une ligne, voire 10 joueurs en même temps. Je pense que vous voyez un petit peu la différence de comment c'est fort techniquement de faire ça. C'est beau aussi, et c'est pas forcément du tiki-taka, une possession et tout, mais ça reste dans l'esprit du Barça, parce que techniquement, c'est hyper compliqué. Quand je vois Koubarsi faire ça, les risques qu'il prend à la relance, bah, nous on aime ça. On aime ce football-là, je suis désolé. Et si ça va au fond, c'est encore une fois l'action de l'année. Le Barça, on est à 43 buts en 13 matchs TCC. 43 buts apparemment. Apparemment, c'est le 5e meilleur démarrage offensif de l'histoire du club. Merci pour la statistique Barça Passionnate. Mais waouh, incroyable. Ça n'est arrivé qu'une seule fois alors, au 21e siècle, c'était en 2016-2017. Et c'était pas forcément une bonne saison à la fin. Et donc ça veut dire que toute l'époque Guardiola, Rijkaard et les meilleures heures du Barça récentes, et ben on n'avait pas vu ça parce que avant ça, il faut remonter à 1950-60. Bref, la folie. La folie, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, le début de saison, pour ceux qui pensent qu'on en fait trop, et ben là, on a les chiffres pour le montrer. Deuxième chiffre intéressant et même choquant, c'est le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs du Barça hier. 126 kilomètres. Presque 127, c'est 28 de plus que lors du 8-2. 28 de plus que lorsque... Enfin, parce que je bégaye. Tellement c'est un truc de fou de voir ça. Et on l'a senti évidemment, les efforts défensifs, offensifs, les appels de balles, les courses, la course de Rafinha. Je vais vous mettre un petit peu la photo. Regardez où il est placé sur son but. Ça c'est le but du 4-1. Regardez où il est au départ de l'action. Regardez sa course ensuite. Ça, c'est un joueur qui fait les efforts. Il est proche de Pedri à l'origine, mais il sait que Lamine Yamal, quoi qu'il arrive, va le voir. Et c'est important de faire l'appel de balle du coup de l'arrière, parce que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas en jeu. Déjà, tu ne seras pas en jeu, et tu vas amener de la vitesse avec toi. Et en plus, ça guide en fait. Ça permet à Lamine Yamal d'avoir un petit peu de temps pour évaluer la course de Rafinha, la mettre dans la bonne zone, dans la zone parfaite. Hein. La zone, elle est parfaite. Le contrôle ici est parfait. Il n'a pas besoin de ralentir. Il ralentit même pas. Bref, on en a parlé hier, mais c'est vraiment un geste de très très grande classe. Parce qu'on a tout, évidemment, l'effort physique. Hein. À pleine vitesse, techniquement, c'est hyper fort. La protection de balle, je me mets encore en opposition. Quoi qu'il arrive, on ne peut plus me toucher. Enfin, pour l'instant, après, j'avance un petit peu. Je visualise et je frappe très fort. J'attends même pas de rentrer dans la surface de réparation. Hein. Je frappe très fort sur Manuel Neuer. Et du coup, il est sorti carbonisé. C'est pas le joueur qui a le cours le plus côté Barça, c'est Marc Casado. Ça aussi, ça a été dévoilé par Mundo Deportivo. Et ça, je pense que personne n'est surpris. Hein. Absolument personne n'est choqué de voir que c'est lui qui, en 3 matchs du Barça, a couru quand même 35 km. En 3 matchs, ça fait une moyenne de presque 12 par match. C'est un truc de fou. Hein. Il est 7e apparemment au classement des joueurs qui ont le plus couru en Ligue des Champions. Et derrière des joueurs comme McGregor, comme Warren Zaïre-Emery ou encore Declan Rice. Comme quoi, pas mal de milieux défensifs. Hein. C'est pas un hasard du tout. En tout cas, il a fait un match... J'ai plus les mots pour dire à quel point je trouve qu'il est choquant, la progression. C'est un mec qui n'était pas pro il y a encore 3 mois. Et il te pond un match comme ça en LDC face au Bayern. J'en parlais récemment du fait que tous les joueurs, à part lui et Bernal, hein, même des mecs comme Ansu Fati, Lamine Yamal, ils ont eu un petit peu de temps pour s'acclimater au Barça et jouer ensuite en Ligue des Champions face à des grosses équipes. Bah, ces mecs-là, Bernal et Casado, n'ont pas eu ce temps-là. Ils ont été du coup pris de la Masia du Barça B, mis dans l'équipe première. Ils jouent en LDC face à des gros clubs et ils sont performants et ils finissent presque MVP du match. Hein. Franchement, bravo. Donc ces chiffres des kilomètres parcourus, ça montre qu'on a une équipe qui est vraiment au point physiquement, qui est déjà vraiment au point. Là, merci pour Hansi Flick. Hein. Le travail du staff et des préparateurs physiques. Franchement, bravo à eux. Mais c'est pas un hasard parce que justement, Casado, c'est un mec, c'est un joueur qui a suivi justement la préparation estivale du Barça. Ça, c'est important de le dire. Il y avait l'Euro, il y avait des joueurs qui étaient absents, qui n'étaient pas forcément là au mois de juillet. Mais lui, il était là dès la reprise, dès le premier jour du mandat de Hansi Flick. Un autre chiffre que je voulais mettre en valeur pour récompenser encore une fois, pour saluer, parce que c'est pas assez fait selon moi,
Inigo Martinez et Cubarsí, hein, et qui encore une fois a été dévoilé et publié par Barça Passionate. Vraiment, merci à toi, garçon, parce que merci pour les chiffres. C'est Inigo Martinez hein, qui a été dribblé seulement 3 fois cette saison. En 12 matchs joués cette saison avec le FC Barcelone. 0 dribble subi en Liga et 3 dribbles subis en Ligue des Champions. Alors, vous allez me dire, oui, ce chiffre-là, parfois, il est un petit peu trompeur. Et on l'a vu parfois avec Van Dijk. On se rappelle évidemment de sa série de matchs consécutifs sans être dribblé par un seul joueur. Quand on voyait défendre un petit peu Van Dijk, on voyait qu'il évitait parfois les duels. Donc ce chiffre-là est un petit peu trompeur, qu'il reculait beaucoup. Là, c'est pas le cas avec le Barça. On a vu, hein, on voit un joueur qui est agressif, qui défend en avançant. On a un bloc équipe qui ne défend, enfin qui ne recule jamais, pardon, qui ne recule absolument jamais. Et on a vu plusieurs fois des duels remportés par le défenseur basque. Il est incroyable. Et ça a été justement un des symboles hier de l'équipe, des joueurs qui, au fil du match, ont réussi à s'adapter un peu plus au Bayern, parce qu'au début du match, forcément, ils ont souffert, Harry Kane s'est régalé, etc. Et plus le match avançait, et plus on a senti pas mal de joueurs, dont lui en particulier, qui se sont installés, pris en confiance, ont réussi tout simplement à éteindre complètement les offensives adverses. Harry Kane, à la fin du match, on ne l'a plus vu du tout. Mais vraiment, il était complètement absent, invisible. J'en replace une pour Cubarsí qui, selon moi, a été encore plus fort que ça. On a une défense centrale qui, pour l'instant, il n'y a aucune raison pour la changer maintenant. On sait qu'Araujo va revenir progressivement, qu'il devrait être là fin novembre, début décembre. Mais pour l'instant, je vois aucun match où je me dis il y a un problème, c'est pas complémentaire. Est-ce que niveau vitesse, comment ils vont réussir à compenser? On verra évidemment samedi lors du Classico. Mais ce qu'on a vu, franchement, en termes de relance, je vois pas comment tu pourrais déloger ça. Comment aussi ils arrivent à se protéger et à inspirer la confiance, à donner de la confiance à Iñaki Peña, ça franchement, c'est pas assez dit. On le dit pas assez parce que Iñaki Peña, il a quand même besoin d'avoir de la confiance depuis qu'il est arrivé là, depuis qu'il joue. Donc avoir des mecs qui sont aussi forts dans les duels, parce que c'est un porc, hein, c'est vraiment un porc, Cubarsí. Donc voilà pour la prestation collective, même si je vais revenir à la fin de la vidéo, parce que quand je repense aux actions, tiki-taka, possession, avec les olé olé du stade, en mode comme si on était en 2009, des Koundé qui fait des sombreros, etc. Bon bref, on verra ça en fin de vidéo. Parce que pareil, un Cubarsí, quand il y avait 1 partout ou 0-1, je sais plus, que le Barça était la tête sous l'eau, mais complètement, et que l'équipe n'arrivait même pas à sortir un petit peu 1 ou 2 ballons sans le balancer et le reperdre ensuite tout de suite après, qui est-ce qui a pris un petit peu le taureau par les cornes et qui s'est mis à faire des relances qui ont calmé complètement le pressing adverse? Ce genre de mec-là, en fait, Cubarsí, quand tu fais une relance, une deuxième, une troisième et 4 comme ça, et à la fin du match, ça fait ce qu'on a vu hier soir, à savoir un Bayern qui ne peut plus presser. À la fin, tu peux plus presser sur un mec comme ça. Tu évites, parce que tu sais que ça va être une dépense d'énergie inutile. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec Pedri en fin de rencontre, qui se baladait comme pas possible. Si tu le touches, il y a un problème, tu vas plus le presser. Mais les relances comme ça en début de match de Cubarsí, dans les statistiques, ça compte pas ça, ou presque, on s'en fout. Mais ça change tellement de choses sur la continuité d'un match, sur 90 minutes, ça va changer le rapport de force. Le Barça souffrait beaucoup, et à partir du moment où il a commencé à sortir des relances de fou, ça a changé la dynamique de la rencontre totalement. Évidemment, je vais parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal, ton match, je demandais justement sur le Twitter ce matin, est-ce qu'on n'est pas là sur le meilleur match de la carrière de Lamine Yamal? Il y en a qui m'ont dit oui, équipe de France face à la France en demi, à l'Euro, etc. Il marque un très beau but, c'est un but légendaire, mythique, ce que vous voulez. Mais est-ce que son but ne fait pas son match? Est-ce que c'est pas, voilà, on ne se dit pas qu'il fait un grand match parce qu'il a marqué un but légendaire? Là, il n'y a pas eu qu'un but. Il y a des passes décisives, il n'a pas marqué et tout. Mais son match, la consistance du match. 6 dribbles réussis sur 11, on est proche de son record en carrière déjà. Et c'est pas n'importe qui en face, c'est Alphonso Davies. Et franchement, son duel, il a réussi, il est passé avec les félicitations du jury, clairement. Là, c'est pas n'importe qui. Alors que moi, Alphonso Davies, je veux qu'il vienne au Barça. Vraiment, il est libre normalement en juin prochain, je veux qu'il vienne au Barça. Mais par contre, ce que Lamine Yamal a fait, on le sait qu'en plus c'est un très bon défenseur dans le 1 vs 1, qu'il est rapide, qu'il est puissant, qu'il est athlétique et que voilà, pour le bouger, c'est presque impossible, enfin très compliqué en tout cas. Mais là, moi,
à la place d'Alphonso Davies, hein, mais je veux venir au Barça tout de suite. Je veux signer au Barça tout de suite à la fin du match. J'appelle Hansi Flick et je dis, bah écoute, en janvier prochain, on négocie mon contrat parce que là, je ne sais pas dans quel état il est là après la rencontre, après ce qui s'est passé hier. Je pense que le mec, il est enceinte. Hein. Il est enceinte. En tout cas, je pense que ce que Lamine Yamal lui a fait là, ça lui a fait les fesses bien rouges. Bien rouges. Même si à la base, hein, il est couleur noire pétrole. Mais sérieusement, quand tu vois le déroulement du match, hein, entre le début et la fin de la rencontre, il y a un monde d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu vois qu'il est un petit peu timoré, Lamine Yamal. Et ça, c'est la marque des grands. Comment justement je m'adapte au mec que j'ai en face de moi? Comment je m'adapte et comment j'exploite un petit peu ses faiblesses? Je dézone. Je le sors de sa zone de confort. Hyper important. Ensuite, j'appuie là, ça fait mal. Je lui montre que mentalement, je suis au point que j'ai pas peur de lui, que je suis prêt à le dribbler, à tenter le 1 contre 1. Et après, qu'est-ce qui se passe? J'attire un défenseur, un deuxième avec lui. Ça force un défenseur à monter avec Alphonso Davies. J'en attire deux. Je lâche le ballon, je dribble, je tends, je provoque. Même si c'est à 40, 50 mètres des buts, c'est important. Ça change un petit peu le rapport de force. Ça force l'équipe adverse à essayer de te bloquer, ne pas te laisser de l'espace. Et il y a des actions où tu vois qu'à la fin du match, Like maintenant, il a réussi à leur faire un petit peu peur dans leur tête. Parce que quand on voit des contrôles un petit peu intéressants, où là, Alphonso Davies se met un petit peu à reculer, à essayer de ne pas faire faute, parce que s'il y a faute, ou si le tacle, ou s'il se jette, eh bien, un gros danger, c'est que justement, pendant le match, le rapport de force est inversé. Ça, c'est vraiment la marque des très grands, les contrôles de balles. Tout le monde y est passé. Hein. Là, je vois Alphonso Davies, Kingsley Coman, Gnabry, bref. Tout le monde a goûté à un dribble chaloupé de Lamine Yamal. C'est trop beau, sans parler évidemment de la passe décisive qui, écoutez, qui encore fera partie du coup des highlights de la saison de Lamine Yamal. Pareil, hein, sur la passe qu'il met à Lewandowski, c'est l'action dont je vais parler ensuite, mais j'aurais bien aimé qu'il finisse avec une passe décisive en plus. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, ce que j'ai envie de souligner sur Lamine Yamal et son match d'hier, c'est que on le connaît depuis maintenant un an, et on a l'image d'un mec qui se prend pas la tête, qui est cool, qui est relâché, qui va jouer des matchs hyper importants, sans pression, etc. Sauf qu'en fait, on se dit qu'il est un petit peu, entre guillemets, nonchalant parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il joue et de ce qu'il fait. Sauf que là, en fait, avant la rencontre, il a mis la story sur Instagram où il disait voilà, qu'il était prêt, qu'il allait, voilà. En gros, qu'il était en mission. Mais justement, le fait qu'il dise ça, moi, je prends ça pour un mec qui, en fait, on se trompe un petit peu si on croit que ce mec-là, c'est pas un compétiteur. En fait, là, justement, il a prouvé que pour un match comme ça, il avait conscience de l'enjeu de la chose et qu'il était déjà prêt à faire ce qu'on aime chez les joueurs, c'est-à-dire monter le niveau, monter d'implication, de sérieux, de régularité, d'impact pour un grand match en fait. Il était prêt pour monter le niveau pour un grand rendez-vous. Il était déjà prêt à monter le niveau pour un grand rendez-vous. Et ça, honnêtement, mentalement, ça me fait très plaisir de voir ça. Et ça montre justement la maturité. On n'est pas face à un joueur qui se prend pas du tout au sérieux, qui est là pour kiffer sa vie et tout. Il est beaucoup plus concentré et il veut gagner. C'est un compétiteur. Donc il a parlé avant le match et il a assumé sur le terrain. Ça aussi, c'est très fort. Parce qu'il aurait pu parler, faire le mec, oui, je suis un mec sérieux, je ne suis pas un mec si déconnecté que ça. Mais ensuite, il faut aussi assumer sur le terrain. Et il l'a fait d'une façon... Donc voilà, on espère que maintenant il va concrétiser ça samedi. Pour moi, c'est son meilleur match en carrière, clairement, même devant celui de la France, devant ceux que vous voulez. On parlait du fait que depuis le début de saison, il continue à progresser. On savait qu'après son euro remporté, il allait y avoir un déclic. Mais là, je trouve qu'il est encore meilleur. Plus les matchs avancent et plus il continue à monter en puissance. Il lui manque juste quelques petites choses dont on parlera en vidéo, parce que j'ai une vidéo qui est prête sur lui. J'aurais pu parler du match de Pedri, enfin reparler du match de Pedri, mais honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai vu des highlights, des compilations de son match. Je sais pas quoi vous dire de plus, tellement c'est un truc de fou, tellement c'est au-delà de mon vocabulaire. Et parfois, ce genre de joueur-là, il n'y a pas de mots en fait. C'est tellement fort au niveau artistique qu'il faut juste regarder, admirer. Mais c'est clairement le genre de joueur, en plus de Lamine Yamal, pour qui j'ai envie d'aller vraiment au Montjuic ou bientôt au Camp Nou quand il va rouvrir, pour aller voir ce mec-là jouer, parce qu'on sait que c'est différent de la télévision, mais voir Pedri en vrai, honnêtement, ça doit être une dinguerie. Et pour finir, du coup, Rafinha, quel match, quelle saison, quel joueur. On t'aime Rafinha, hein. Forcément on a parlé de lui avec ce match plein qui restera dans l'histoire du club et du football, un triplé face au Bayern Munich, avec des buts tous plus beaux les uns que les autres, et comme je disais hier soir, un impact dans le jeu, un rôle de leader complètement assumé. Et en plus, ça m'a un petit peu surpris de voir qu'à la fin du match, quand j'ai vu les statistiques, j'ai vu qu'il a touché seulement 33 ballons.
33 ballons touchés. C'est très peu hein, pour lui, dont 11 perdus. Donc en gros, voilà, 22 ballons qui ont été intéressants pour le Barça. Et pourtant, un triplé, il a été décisif. Il a lancé l'équipe clairement parce qu'il a donné confiance à ce Barça-là avec un face-à-face magnifiquement négocié dès la première minute. Il y a pas mal de joueurs qui auraient été un petit peu timides. Forcément, tu démarres un match, tu as un face-à-face, tu pourrais être un petit peu surpris, te dire comment je la joue. Et ces 3 buts sont vraiment des actions où tu sens que le mec est complètement relâché. Et bizarrement, Rafinha, quand je le vois célébrer comme ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il met un triplé quand même face au Bayern. Le Barça gagne le match de façon convaincante. Ça a été dans le stade de la folie, on a vu les célébrations et tout. Mais j'ai pas senti un Rafinha qui explosait de joie. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi. Je l'ai senti heureux, d'accord. Certes, il était heureux, les célébrations avec son doigt, sa main comme ça et tout. Il va voir les supporters, il les remercie et tout. Il se fait porter par son équipe en fin de rencontre. Il finit MVP de la rencontre aussi. Et pourtant, à aucun moment, j'ai vu un joueur qui vraiment explosait de joie comme nous, comme les supporters, comme pas mal de joueurs étaient complètement fous en fin de rencontre. Moi, j'ai vu un mec concerné qui s'est dit « Ok, c'est une victoire, mais évidemment, ce n'est qu'une victoire parmi tant d'autres. Mais gardons les pieds sur terre, pas plus. Il y a un match qui va arriver, un classico qui est aussi important. » J'ai vraiment senti ça chez lui, en fait. En clair, il s'est vraiment comporté comme un leader. Comme un leader, ça me rappelait un petit peu Carles Puyol à l'époque, qui, quoi qu'il arrive, quand il voyait des joueurs qui célébraient un but un petit peu trop longtemps, il leur disait hey, « Les mecs, on passe à autre chose. Le jeu, c'est plus important. » Bah là, c'est vraiment un petit peu ça le sentiment que m'a transmis Rafinha, un capitaine heureux. Mais à aucun moment, il a voulu se mettre au-dessus du collectif. Et on le voit dans la célébration, le 3e but, hein, qui est le plus beau. Il demande à tout le monde de venir avec lui pour aller célébrer avec les supporters. Ça, c'est vraiment le comportement d'un capitaine comme on aime en avoir au Barça. Donc vraiment, merci pour ce que tu dégages, Rafinha. Du joueur qui est vraiment dédié, qui est complètement dévoué à ce club-là. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai rien oublié. Comme je disais, on a vu des très très belles choses. Une équipe, un vrai groupe avec des célébrations, une communion avec les supporters. Ça fait du bien, les actions de légende, comme je disais, une touche de balle, des les comme aux plus grandes heures du Barça en 2008, 2009, 2010. Comme à l'époque, hein, vraiment à l'époque, une impression de domination collective totale, avec une individualité qui m'a triplé certes, mais comme je disais, vraiment, c'est vraiment le collectif qui sort du lot. Et revoir ça en Ligue des Champions, même si c'est qu'un match de poule, comme je disais, c'est qu'un match de poule, ben, personne ne pourra nous dire que ce n'est pas un match de référence qui va servir pour la suite. En tout cas, il doit servir pour la suite de la saison. Maintenant, les ambitions vont commencer à se relever. Et désormais, je pense que les équipes européennes et espagnoles vont encore plus craindre ce Barça-là. Les joueurs en face vont jouer avec un peu plus de crainte et de peur. Ben, ça change le rapport de force, clairement. On en reparlera justement demain pour l'avant-match du Classico. Et je suis tellement pressé, les frères. Tellement pressé parce que, wow. Est-ce qu'on n'est pas là devant l'occasion parfaite, le contexte, le rapport de force et le timing de la rencontre? C'est une situation qui pourrait être favorable au Barça pour voir un match de légende, un Classico, comme on n'en a plus vu depuis très longtemps au Bernabéu. Suivez mon doigt. On verra ça demain, évidemment. Voilà, les frères. Voilà donc l'analyse à froid de ce match de légende qui ne restera dans le cœur quoi qu'il arrive. Voilà. Bonne journée à tous et rendez-vous du coup demain. On a encore un match à gagner. Bonne soirée à tous et évidemment, on s'abonne.